Bonjour, mon nom est Kitty Antoine. J'anime Nouveau Départ, un podcast sur l'immigration au Québec. Je suis animatrice, artiste visuelle et entrepreneur social. Et je suis surtout pas née au Québec. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui quittent tout. Faisons l'effort de mieux comprendre cette réalité. Un nouveau départ. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Un nouveau départ. Aujourd'hui, sincèrement, je me régale. J'ai invité un ami, mais quelqu'un que j'admirais déjà avant de le rencontrer et avant qu'il devienne un ami. C'est le créateur de la bande dessinée Les Lascars. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est vraiment une bande dessinée qui est mythique. Et une série d'animation. Voilà, une série d'animation. Merci. Ben justement, ça me permet de te présenter Boris Dolivet, alias El Diablo, qui est avec moi cet après-midi. Voilà. Boris, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Boris, tu viens d'où? Oula, moi je viens de 6000 km de distance. J'habitais en France, en région parisienne, jusqu'à mes 44 ans, donc il y a une petite dizaine d'années. Et quelles sont tes origines? Alors, c'est marrant que tu me poses la question. En fait, quand on me pose cette question, moi, j'ai mes racines en Bretagne et j'ai mes branches dans la Caraïbe, puisque j'ai 4 enfants, 4 filles qui ont toutes les 4 une histoire avec la Guadeloupe et la Martinique. Et tu es au Québec depuis quand? Ça va faire une dizaine d'années. Est-ce que tu as quitté beaucoup de choses en venant ici au Québec? Alors, oui, et paradoxalement non. C'est-à-dire, je m'explique, c'est très simple. En fait, je pense que les gens qui immigraient il y a une trentaine d'années, c'était beaucoup plus difficile pour eux que nous, de nos jours, tout connement, grâce à Internet, quoi. Parce qu'en fait, quand j'ai quitté le Québec, alors effectivement, quand j'ai quitté la France pour le Québec, effectivement, géographiquement, je suis plus du tout au même endroit. Puis j'ai fait des rencontres formidables ici, et puis je suis très bien dans mon nouvel univers, et j'ai pas envie de partir du tout, hein. Et en revanche, je sais que c'était pas très très dur de quitter la France, dans le sens où finalement tous les gens que j'apprécie, et que j'aime, et avec qui j'ai des relations solides en France, et il y en a un paquet, je continue à rester en contact avec eux presque quotidiennement, grâce à tout ce qui est réseaux sociaux, hein, c'est tout bête, mais tu vois, si aujourd'hui j'ai besoin de dire quelque chose à quelqu'un qui est en France, là, je prends mon téléphone, clac, 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 et il le reçoit dans la minute. Fait qu'à part les 6 heures de décalage, c'est très étrange, en fait. Je trouve cette nouvelle immigration qui n'existait pas il y a 20 ans, là, c'est qu'en fait, on est toujours un peu connecté avec le monde partout, où que ce soit. Je pourrais avoir des amis en Australie. En l'occurrence, j'en ai pas. Mais je pourrais. Et j'ai des amis partout dans le monde, tu vois, au Brésil, etc. Puis voilà, c'est très simple de les joindre. Avant, il fallait envoyer des courriers. Quand tu voulais appeler, je connais des gens qui ont... Tu me dis si je parle trop. Hein. Je connais des gens qui ont immigré il y a 30 ans. OK, j'ai compris. Ça veut dire que c'est à moi à prendre le contrôle de cette conversation. Ouais, Boris, je sais que tu as des amis un peu partout dans le monde, mais toi et ta famille, vous avez choisi de vous installer à Montréal. Ouais. Pourquoi avoir choisi Montréal? Alors, pourquoi Montréal spécifiquement? En fait, il se trouve que dans ma jeunesse, j'allais beaucoup visiter l'Amérique du Nord, plus bas, plutôt vers New York, parce que j'ai grandi dans la culture hip-hop. Ça se voit encore un petit peu des fois. Et en fait, là-bas, c'était un peu comme la Mecque. Tu sais, il fallait vraiment aller à New York quand tu étais dans le hip-hop. Là, c'était une espèce de passage obligatoire. Puis on y allait souvent avec des amis à moi. Je travaillais en été là, dans des petits boulots de merde pour me faire un peu d'argent, pour me payer mon billet là, et pour aller m'endetter. En achetant plein de trucs là-bas. Et puis bon, et en fait, les années passant, je trouve que New York n'a pas perdu de son intérêt, mais c'est vraiment bourgeoisé. C'est pas le New York que j'ai connu dans les années 90, par exemple. Il y avait quelque chose que j'aimais qui était vraiment beaucoup plus rough que maintenant, tu sais. Et maintenant, c'est devenu une ville de millionnaires. Là, j'ai plus ma place là-bas, quoi qu'il arrive. Et par ailleurs, en même temps, étrangement, je regardais un petit peu autour. Je me suis toujours dit, je viens de vivre en Amérique du Nord un jour, là. Et finalement, je me suis aperçu que Montréal, j'ai fait plusieurs voyages ici, etc., avec ma femme. On s'est aperçu vraiment que c'était une ville qui nous correspondait, quoi, tu vois, qui restait une ville à la fois quand même une mégalopole, mais connectée avec toute l'Amérique du Nord. En même temps, à l'échelle humaine, parce que c'est pas, tu vois, ça reste en plus une ville
où, je sais pas moi, le social a encore son importance ici, tu vois, on n'est pas dans le tout spéculatif comme, je sais pas moi, Toronto ou Fait que là, tu es en train de me dire que Montréal, c'était un peu l'alternative à New York parce que votre idéal, C'est pas ce que je voulais dire. c'était New York. Non, pas du tout. Non, en fait, oui, mais enfin, Montréal n'est pas mon plan B. Montréal, c'est un choix que j'ai fait, un choix réfléchi que j'ai fait par la suite, et je me suis aperçu que ça me correspondait vraiment comme ville. Ensuite, je dis souvent aussi, alors ça fait rigoler les gens, mais comme tu sais, moi, je suis amoureux de l'hiver. Donc voilà. Tu aimes l'hiver. J'aime l'hiver. Ah, Ouais. on n'a jamais parlé de ça. Ah ouais, Je hein. savais pas. Ah ouais, voilà. Qu'est-ce qui te plaît dans l'hiver? Est-ce que tu es arrivé ici en hiver? Je suis arrivé ici, non, mais quand j'ai fait plusieurs visites avant de venir, vraiment, tu sais, des repérages. Je pense que la 2e ou 3e fois où je suis venu, on s'est dit, allez, on arrive en février pour voir le vrai truc, là. Mhm. Et ça nous a plu. Alors, ma femme a été un peu plus difficile à convaincre que moi. C'était un petit peu moi la locomotive de Ta femme est de quelle origine? Guadeloupe. Guadeloupe et France. Elle a vécu, enfin, elle a grandi, elle est née, a grandi en France. Mais oui, comme je te dis, moi, j'ai une grosse histoire avec la Caraïbe. Et, euh, et oui, enfin, elle, au départ, elle n'était pas forcément amoureuse du pays, mais en fait, ce qui est bien ici, moi, je trouve que c'est un pays qui gagne à être connu. Plus tu viens à Montréal, plus tu t'aperçois qu'il y a tellement de trucs cool ici. C'est beaucoup plus relax déjà qu'à Paris. On pourra parler après des mésaventures qui peuvent arriver quand on Oui, vit à parce qu'il y Montréal. a quand même des hauts et des bas dans la ville et aussi dans une situation d'immigration. Ouais, C'est intéressant que moi, je te parle de Montréal et toi, tu me parles de pays. ouais. C'est comme si le Canada, pour toi, c'est Montréal. Mais en fait, c'est vraiment ce que je connais. En fait, je connais pas que Montréal, évidemment, Mhm. mais je suis centralisé ici. Puis le Canada, c'est tellement vaste que tu peux pas connaître tout le pays, à moins de, je sais pas. Mais est-ce que vous vous êtes promené un petit peu à Ouais, l'extérieur de Montréal, toi et ta bien. conjointe, avant de choisir Montréal, ou c'était vraiment un choix clair et une fois ici, là, vous vous êtes un petit peu aventuré? Alors, on s'est promené, on a visité, évidemment, on a visité des petites villes, on allait à Québec, on est descendu même jusqu'à Toronto, tu vois, Ottawa, Ah, je trouve etc. ça super intéressant que tu dis petite ville, puis après, il y a Québec, Toronto, Ottawa. Non, pour moi, Québec, c'est plus une petite ville qu'ici, par exemple, tu vois, par rapport à Toronto, mettons. Mais on est même allé jusqu'aux îles de la Madeleine, ce qui est assez rare, parce qu'en fait, il y a très peu de Montréalais qui connaissent les îles de la Madeleine, qui est un endroit assez fou, d'ailleurs. J'y vivrai pas, c'est un peu isolé, c'est vraiment le bout du monde, là. Mais oui, bien sûr, on a beaucoup voyagé, beaucoup visité. Je suis pas trop allé encore à l'ouest, pourtant j'adorerais, tu vois. Vancouver ou Calgary, je sais pas, ça me... voir... Est-ce que bon. le fait que tu sois francophone a vraiment délimité, a C'est- arrêté votre choix sur Montréal? Parce que c'est quand même facile de vivre à Montréal en tant que francophone. C'est sûr que ça fait partie des paramètres. Mhm. En plus, nous, on est venu ici avec les enfants, c'était petite. En fait, c'était plus simple pour nous de débarquer dans une ville effectivement francophone. C'est quand même extraordinaire, quoi. Tu vois, tu fais 6000 km, puis tu n'as pas de difficulté à te faire comprendre tout de suite, là. C'est sûr que immigrer en Inde, ou je sais pas, n'importe où il y a dans le monde où ça parle pas ta langue, c'est beaucoup moins simple. Ça peut être aussi très intéressant, par ailleurs, mais ça a été effectivement... je suis pas sûr. C'était pas un paramètre, c'est pas comme un choix. On s'est pas dit ah ouais, comme c'est francophone, on va là. Mais il se trouve que en plus, on a rencontré beaucoup de gens aussi qui ont immigré ici. Donc des gens d'à peu près tous les horizons, tu vois, autant de France, de Tunisie, d'Algérie, de la Caraïbe, etc., qui sont tous francophones, forcément. Il y a beaucoup d'immigrants francophones ici. Oui. Et on se fréquente beaucoup entre nous, évidemment. Tu sais comment on est, nous, les immigrants, hein. Une fois que vous avez choisi, déterminé que vous allez quitter votre pays natal, la France, que vous venez ici, parle-moi un petit peu de ton expérience d'immigration, parce qu'elle est vraiment différente pour chaque personne. Il y en a pour qui c'est un petit peu plus ardu, d'autres c'est plus rapide, plus facile. Pour vous, en fait, pour toi, comment ça s'est passé une fois que le projet a été clair? On part. Mais j'ai l'habitude de dire que c'est sûr, c'est beaucoup plus simple. Ça se complique en ce moment d'ailleurs, comme tu le sais. Mais c'est beaucoup plus simple d'immigrer d'immigrer ici quand tu viens de France, par exemple, que, mettons, d'immigrer en France quand tu viens du Mali. Tu vois, c'est un parcours du combattant. L'immigration en soi, le processus, si tu veux, était... c'est sûr, il y avait des trucs administratifs à régler, il y avait plein de choses, il fallait payer tout le temps. Enfin, c'était, tu
tu veux, c'est un truc, quand tu te lances dedans, tu te dis, OK, je sais que j'ai tout ce parcours-là à faire, mais au final, j'avais pas grand doute, si tu veux. Et puis, comme on avait fait aussi quand même beaucoup de repérage avant, on n'est pas arrivé en terre inconnue, on avait déjà plein d'amis ici, on avait déjà fait des repérages, tu vois, on savait où on mettait les pieds. La seule inconnue, je te dirais, c'est... moi, en plus, je suis un artiste, donc je peux travailler de partout dans le monde, y compris avec des gens avec qui je travaillais déjà en France, que ce soit des producteurs ou des éditeurs, etc. Donc, j'avais même pas cette angoisse de ne pas trouver de boulot tout de suite ici ou de devoir me repenser professionnellement. Ma femme, ça a été un petit peu plus angoissant pour elle, parce qu'elle quittait un poste qui était solide en France, là, puis elle est arrivée ici et ne savait pas quoi faire au départ. Au final, je te dirais qu'elle a presque plus trouvé sa place que moi professionnellement, parce que ça fait 10 ans qu'elle travaille dans des entreprises québécoises. Ça se passe super bien. Tu vois, en fait, je pense que le Québec nous a donné notre chance assez rapidement. Et il faut aussi mentionner la dynamique dans laquelle vous avez voyagé. C'est différent de voyager seul, Ouais. de voyager en couple et de voyager en famille. Exactement. Vous avez combien d'enfants? Alors, moi, j'ai 4 filles en tout. Et avec ma femme, avec Guylaine, on a 2 filles qui vivent ici. J'en ai 2 grandes qui vivent encore en France, qui nous visitent régulièrement. Voilà, mais qui n'ont pas souhaité vivre à Montréal, pour plein de raisons, notamment parce qu'elles ont suivi l'amour. Donc je respecte, même si j'aurais aimé qu'elles soient là avec moi aussi. Là. Mais c'est ça, nous, on a émigré à 4. Puis mes filles étaient petites en plus, elles avaient 6 et 7 ans, là. Elles ont 10 ans de plus maintenant. Donc on ne pouvait pas se louper, si tu veux. Enfin, tu vois, c'était vraiment pensé. Tout le monde était d'accord avec le projet. Les enfants, c'est vrai qu'on leur a pas vraiment laissé le choix, mais en même temps, elles sont très très vite adaptées. Et puis ma femme et moi, évidemment, oui, on était heureusement, parce que sinon, ça aurait pas pu se faire. Je pense que si elle m'avait dit non, niette, je ne serais pas ici aujourd'hui. À regret, mais c'est comme ça. Mais là, vous êtes en famille, ici, installés. Écoute, quels ont été, selon toi, le plus grand décalage? Parce qu'il y a toujours quand même un décalage entre la préparation, puisque tu m'expliques que vous avez vraiment pris le temps de faire du repérage, même de vous créer un écosystème avant de bouger. Je trouve que c'est comme les conditions presque idéales pour immigrer, pour entamer ce genre de projet-là. Mais est-ce qu'il y a eu quand même un décalage entre le rêve, parce qu'une fois, avant que ce soit concret, je pense que ça reste un rêve, et la réalité, une fois installée? Ouais, mais aucune déception. En fait, le décalage, il vient du fait que tu te confrontes vraiment à la vraie vie. Mm-hmm. Donc, tu apprends plein de choses. Et il y a beaucoup de choses ici qui ne fonctionnent pas exactement. Mais ce n'est pas non plus des énormes gaps culturels, là. Mais il y a des choses... mais notamment, tu vois. Mais en même temps, j'étais déjà habitué à ça, tu vois. Ici, je trouve que c'est beaucoup plus policé, beaucoup plus... quand même beaucoup plus relax en règle générale, beaucoup plus cool, là. Puis, décalage... Non, vraiment, je te jure que je me suis pas senti perdu en arrivant ici. Là, j'avais vraiment préparé le terrain, puis on savait où on allait. Là, on s'est aperçu qu'on payait beaucoup d'impôts au Québec, mais sinon vraiment très cool. Alors, par contre, une découverte, par exemple, par rapport à, si on parle beaucoup de communautarisme. Et c'est vrai que quand je vivais en France, moi, mon histoire familiale personnelle fait que j'ai pas beaucoup d'immigration dans ma famille. Oui, tu as beaucoup de gens autour de moi, mais pas moi. Et en fait, le fait de venir vivre dans un autre pays fait que là, vraiment, et je le voulais, hein, je pense que c'était inconscient, mais j'avais besoin de vivre l'immigration, d'avoir ça dans mon ADN. À présent, c'est comme ça. Et en fait, je comprenais pas au départ le principe du communautarisme, tu vois, qui est souvent présenté de façon négative. Or, je me suis aperçu très vite, en fait, en débarquant dans un pays... Définis pour nos auditeurs, qu'est-ce que le communautarisme pour toi? Non, mais disons que l'acceptation traditionnelle du communautarisme, c'est des gens de mêmes origines, de même culture, qui restent plus ou moins tricotés serrés entre eux, puis qui vont pas tellement... Comme ici, aujourd'hui, on appelle des communautés culturelles. Ouais, voilà. Tu voyais ça d'une façon péjorative? Alors, en France, le communautarisme, c'est présenté de façon très péjorative. C'est pour dire, généralement, regardez, ils ne se mélangent pas à la population, etc. Je suis arrivé ici, puis j'ai fait le constat effectivement, quand tu débarques dans un pays qui n'est pas le tien, tu vas tout de suite, en fait, aller chercher des informations
et des types parmi les gens qui ont fait le même trajet que toi finalement et qui partent souvent de la même culture que toi parce que c'est eux qui vont pouvoir t'expliquer. Alors la sécurité sociale ici, ça marche pas comme ça, c'est comme si. Les rapports avec la police, c'est comme si, c'est comme ça. Pas tout en fait, la vie. Tu vois, t'as le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, Fait blablabla. que finalement, cet aspect humain qui est critiqué en France, ben toi, tu as compris en fait pourquoi un nouvel arrivant a besoin de se retrouver avec des gens qui vivent les mêmes expériences que lui. Ben pourquoi souvent les immigrants ont parmi leurs amis, c'est pas uniquement le cas heureusement, hein, mais ont beaucoup d'autres immigrants dans leur cercle, parce que en fait, tu partages beaucoup de choses avec eux. Ce serait intéressant que tu retournes en France pour leur expliquer ça. Ah ouais. Là, j'y vais de temps en temps, puis j'essaie de leur expliquer. C'est compliqué la France en ce moment. C'est vraiment très 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 compliqué. Là, si on commence à parler de ça, on en a pour encore 2 heures. Ouais, c'est vraiment ça. Donc c'est cette découverte que effectivement, c'est pas un gros mot. Tu vois, et en plus, ça ne veut pas dire non plus. Moi, j'ai beaucoup d'amis aussi québécois, natifs, avec qui j'ai des très, très, très bonnes relations, qui sont vraiment des gens de confiance, que je considère presque comme ma famille. Tu sais, enfin, vraiment des gens, si j'ai besoin d'aide, là, à qui je peux faire appel et qui sont. Donc, c'est pas du tout exclusif. C'est pas dire je ne fréquente que des gens d'ailleurs. Mais je me suis aperçu effectivement qu'en arrivant ici, les premières personnes que j'ai rencontrées, c'était, tu vois, par exemple, Fares, Uncle Fofi, que tu connais, qui était une des premières personnes que j'ai rencontrées en arrivant ici. Ou tu vois, des gens, en fait, qui avaient la même trajectoire que moi. C'est-à-dire, lui, il vient de France aussi. Il avait débarqué ici quelques années avant moi. Puis ça m'a beaucoup aidé à comprendre le Québec aussi, de comprendre plein de trucs, quoi. Ah, puis je vois que ça t'aide aussi à comprendre tout un écosystème qui existe chez toi. Oh, ouais. Tu m'as dit que en fait, tu n'as pas eu à quitter grand-chose, mais quand tu es venu ici, parce qu'en introduction, je dis les gens qui quittent tout. Ouais. Et tu me dis, au final, moi, j'ai pas quitté grand-chose. Mais je pense, est-ce qu'il a quand même fallu que tu quittes Bien sûr. certaines choses pour pouvoir bien t'intégrer ici? Et quelles sont-elles? Alors que je quitte peut-être un état d'esprit. Mais en fait, moi j'ai toujours été quelqu'un d'assez positif et optimiste, donc ça ne change pas beaucoup. Mais je trouve qu'ici, de manière générale, au Québec, on positive beaucoup plus qu'en France, où c'est vachement plus... ça gueule surtout, ça se plaint tout le temps, etc. C'est pas non plus général. Parmi les gens que je fréquentais, c'était pas non plus ça tout le temps. Mais si tu veux, il y a quelque chose de... Comme si une espèce de poids s'envolait quand tu arrives ici, tu vois. Un poids social, je parle. Quelque chose d'un peu moins lourd, d'un peu plus... tu vois, j'ai l'impression qu'ici, tu peux plus discuter avec des gens avec qui tu n'es pas d'accord, alors qu'en France, ça tourne vite à la bagarre. Tu vois, ce genre de truc, oui. Puis après, évidemment, ma maman, enfin mes parents, quoi. Oui. Ça, oui, je les vois moins souvent. Puis mes meilleurs amis, enfin, j'ai aussi des meilleurs amis ici, mais je veux dire, mes plus vieux amis qui sont toujours en France, je les fréquente beaucoup moins qu'autrefois, du fait qu'on ne se voit plus comme on pouvait se voir avant, mais... C'est en ça que je disais que je ne les ai pas vraiment non plus quittés. C'est que vraiment, à partir du moment où j'ai besoin de communiquer avec eux, ça se fait là, dans la minute, tout de suite. Là. Je n'ai pas besoin de faire un appel en PVC. Mais il y a quand même, comme tu m'expliques, un état d'esprit que tu as dû quand même laisser dans tes valises. Ouais, oui. Et puis, de toute façon, tu ne quittes pas un pays. Moi, je ne suis pas un expat. Je suis un immigré. C'est quoi la différence pour toi? La différence. En fait, en France, généralement, souvent les Français qui vont vivre dans un autre pays se considèrent comme des expatriés. Comme si un peu le reste du monde faisait partie de la France, un peu comme c'est très colonialiste comme façon de voir les choses. Je suis là, mais mais en fait, je reste quand même français et tout, etc. Oui, je suis français parce que je suis né en France, j'ai une culture française, etc. Mais à partir du moment où je choisis de venir vivre quelque part, j'accepte d'abandonner une partie de ma francitude, excuse le néologisme, tu vois, pour m'intégrer ici dans la mentalité, pour me fondre. En fait, moi, je veux vraiment, enfin, je suis. Alors, je peux pas dire que je suis québécois. Je suis montréalais, c'est sûr, en tout cas. Ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. J'allais justement te demander, est-ce que tu te sens plus canadien, québécois ou montréalais? Justement, alors. Canadien sur le papier, parce que j'ai la citoyenneté depuis quelques années.
Montréalais, c'est sûr, parce que j'y vis, je participe à la vie sociale, artistique, plein de choses. Donc vraiment, je suis inséré à Montréal. Québécois, je ne suis pas certain dans le sens où, comme je ne suis pas né ici, si tu veux, je n'ai pas toutes les... Comment dire, toutes les références culturelles que quelqu'un qui est né ici peut avoir. Donc, je peux pas dire que je peux pas penser comme un Québécois natif qui est né ici, parce que il y a plein de choses que j'ai pas connues. J'étais pas là dans les années 70, 80, 90. Je regardais pas les mêmes pubs à la télé. Selon toi, il faut être natif pour se sentir québécois? Alors, québécois, c'est une culture particulière au sein du Canada. Puis c'est aussi, il y a des choses, si tu veux, tu sais, bon, on a vu avec le référendum, etc. Il y a une espèce pas de nationalisme, mais tu sais, d'amour du... En fait, c'est étonnant parce que moi, quand je suis arrivé ici, je me suis aperçu, par exemple, que les Québécois craignaient toujours que la langue française périclite et il faut protéger le français. Moi, je viens de France où, effectivement, on mélange beaucoup plus avec l'anglais, etc., toutes les langues créoles, l'arabe. Et en fait, ça ne nous pose aucun problème parce qu'on sait que le français, la culture française est forte. Mais c'est sûr que quand... Le Québec, c'est une petite enclave francophone et de culture française, on va dire, au milieu d'un continent qui parle anglais et qui a une culture anglophone. Donc je comprends l'état d'esprit. Mais je ne peux pas avoir, moi, cet état d'esprit en venant de France, où je sais que là-bas, ça ne se passe pas comme ça. Enfin, tu vois, il y a cette espèce de dichotomie entre ce que je constate ici. C'est intéressant que tu définis le Québécois à ça. Non, mais je le définis pas à ça, mais ça fait partie des choses effectivement qui, s'il y a des points d'achoppement entre la culture française et la culture québécoise, c'est ça. Voilà, à mon avis, tu vois, c'est la façon dont. Puis c'est tout con, tu vois, mais en France, un mec qui met un drapeau français à son balcon là, ça va pas le faire du tout, quoi. C'est tout de suite c'est extrême droite. La plupart du temps. Ici, les gens, là, ils mettent leur drapeau québécois, drapeau canadien, puis c'est un petit peu la guéguerre entre les anglos et les francos, là. Relativement bon enfant d'ailleurs, mais tu vois, c'est ce rapport au drapeau aussi qui est pas du tout le même. Donc c'est pour ça que je peux pas dire que je suis totalement. De toute façon, ce serait pas intéressant si j'avais totalement dilué ma personnalité dans l'ambiance du pays. Au contraire, parce que j'essaye à la fois de prendre des choses et d'amener aussi des choses. Tu vois, enfin, c'est un échange en fait, c'est un échange culturel. Absolument. J'aime le fait que tu mentionnes que c'est un échange. Toi, selon toi, le fait de vivre ici dans cet écosystème montréalais, québécois, canadien, ça fait ressortir en toi quel genre de qualité? Comment ça te transforme? Je sais pas, de qualité... non, mais je me suis... des choses que je découvre sur moi, mais que je soupçonnais déjà. C'est-à-dire que je suis très adaptatif, comme on dit. Mais bref, enfin, je me fonds assez facilement dans un nouvel écosystème. Est-ce qu'il y a des qualités qui t'ont surprise? Est-ce que tu t'es découvert à travers cette immigration, cette installation ici à Montréal? Alors, à travers des expériences particulières, oui, je me suis découvert. En plus, j'ai appris le sens du mot résilience. Mais c'est parce que j'ai vécu ici des trucs que je n'avais pas vécu en France non plus. On peut en parler aussi, si tu veux, d'ailleurs. Parce que ben oui, on peut en parler. Je pense qu'on peut commencer à en parler. Ouais. Qu'est-ce que tu as vécu? Donc, j'ai vécu plein de belles choses. Et je continue à vivre plein de belles choses depuis que je suis ici à Montréal. Et il m'est arrivé évidemment quelques mésaventures, sinon ce serait pas drôle. Puis la vie où il t'arrive que des belles choses, c'est chiant finalement. C'est intéressant, je tiens un livre là que tu as écrit dernièrement qui s'appelle « Ma zone d'inconfort ». Ouais. Je pense que là-dedans, tu racontes un petit peu une de tes plus grandes leçons, mésaventures que tu as tournées en création, en bouquin. Et ben voilà, on va en parler. En fait, ouais, c'est ça. Moi, j'habitais, ça faisait déjà 5 ou 6 ans que j'étais ici. Peut-être 5 ans, je ne sais plus, bref. Et j'habitais à l'époque dans un des quartiers les plus tranquilles de Montréal, c'est-à-dire vraiment coincé entre la zone tampon, entre le plateau et le village. Bon, normalement, c'est l'endroit où tu dis qu'il n'arrive pas grand-chose, quoi. Et j'ai croisé le chemin d'un fou furieux, je pense qu'il devait être sous cristal meth ou je ne sais pas ce qu'il avait pris, je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas il n'était pas content. Et une mauvaise rencontre. Ouais, un mec qui m'a sauté dessus sans prévenir ni rien, là, puis qui m'a proprement déglingué, magané, et donc j'ai rien pu faire.
Hein, malgré mon 1m85 et mes 95 kilos, ça n'a pas suffi. Mais en fait, j'étais tellement surpris que finalement, le mec, il aurait fait... Tu t'es carrément fait sauter dessus. Ouais, c'est ça. Et puis, donc, j'ai eu 0 réflexe. Et le résultat de tout ça? Alors, le résultat, triple fracture de la mâchoire. Ah. Voilà, donc 4 mois de réhabilitation derrière, après être passé sur le billard, etc. Et ça a été un peu même un réapprentissage pas de la parole, parce que je savais toujours parler, mais j'avais des fils de fer partout dans la bouche, donc je ne pouvais pas vraiment m'exprimer. Je ne pouvais pas manger, je devais boire à la paille. Ah oui, vu qu'on est amis, j'ai pu te voir dans ces états-là. C'est assez saisissant et ahurissant, mais ce que je trouve de vraiment merveilleux et de magnifique en toi, c'est que tu es capable de tourner des situations tragiques en des histoires ludiques, en des leçons lumineuses. Quelle est la plus grande leçon que tu as retirée de cette mésaventure? De faire attention. Non, alors, pour répondre à cette question-là rapidement, en fait, c'est que moi, quand je suis arrivé ici, au départ, j'avais l'impression que c'était le pays le plus relax de la Terre. Et je me suis juste dit après que même dans le pays le plus cool du monde, il peut arriver des choses, il faut quand même garder l'œil ouvert. J'ai grandi dans une banlieue, c'était pas le ghetto, mais bon, il fallait faire attention un petit peu. J'ai habité pendant des années, des décennies dans le 93, qui est censé être un des quartiers les plus chauds de la banlieue parisienne. Il m'est jamais rien arrivé. En même temps, c'est vrai que l'état d'esprit n'était pas le même. Tu fais plus attention, même tu as une attitude, des choses comme ça que j'avais un peu déposées en venant ici, en me disant ça sert à rien. Et donc, je me suis juste aperçu qu'il fallait quand même toujours faire gaffe un peu partout où tu sois dans le monde, quoi. En tout cas, il y a un bouquin que je tiens dans mes mains qui raconte un peu cette mésaventure, qui s'appelle « Ma zone d'inconfort ». Alors, on va en parler, parce que ça, c'est... En fait, mon super pouvoir, comme tu le disais, c'est ça. C'est que je suis capable de prendre les expériences négatives de la vie et d'en faire quelque chose de plus cool. D'en faire mon miel, comme on dit. Donc... comme mon métier, c'est de raconter des histoires, je sais faire que ça. Souvent, même dans Lascar, c'était déjà le cas. Dans toutes les autres BD que j'ai fait, il y a toujours une part de réalité, de choses que j'ai vécues. Et en l'occurrence, quand je dessine moi-même, c'est autobio. Notamment, j'avais sorti une BD en arrivant ici qui s'appelle Wesh Caribou, qui raconte mon immigration au Québec, que tu peux toujours trouver d'ailleurs chez Renaud Bray, chez Archambault, ou Le Commandé. Oui, on va pouvoir donner toutes les belles places où on peut retrouver ton travail. Ben ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que ça donne un sens à cette phrase que tu m'as envoyée, que ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage. Exactement. Voilà. Merci Boris, on se retrouve après cette pause musicale. Aujourd'hui, à Nouveau Départ, je m'entretiens avec un ami de longue date, Boris Dolivet, alias El Diablo. Pourquoi tu t'appelles El Diablo? L'explication, elle est toute con. Alors, j'ai 2 explications. D'habitude, quand on m'interviewait, je disais oui, c'est parce que je suis un artiste. Et en fait, El Diablo, c'est le petit diable qui est assis sur mon épaule et qui me raconte les histoires. Voilà, c'est mon côté, je sais pas, c'est pas mon côté obscur en fait, parce que mais c'est juste c'est ma part artistique. C'est ton côté ludique. Ouais, exactement. Et puis, la vraie raison au départ, c'est en fait, moi, je faisais beaucoup de graffiti dans ma jeunesse. Il fallait trouver un nom impactant, et puis c'était mon tag. Voilà, El Diablo. En plus, c'était des belles lettres à taguer. El Diablo, à chaque épisode, je demande à mes invités de me présenter un texte qui les accompagne, qui leur donne du courage, qui les inspire. Et toi, tu as choisi les paroles de la chanson « La mauvaise réputation » par Georges Brassens. Ouais. On s'attendrait plus à ce que je te sorte un truc hip-hop et tout, mais non, pas du tout. Pas du tout. Je trouve que ça prend tout son sens une fois que j'aurai passé à travers le texte que voici. Au village, sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou je reste cool. Quoi? Que je reste quoi? C'est du vieux français. Ben oui, c'est ce que j'ai remarqué. Je continue. Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme.
Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour de 14 juillet, je reste dans mon lit douillet, la musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne, mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Tout le monde me montre du doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cul terreux, je lance la patte, et pourquoi le taire? Le cul terreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes, mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cuits-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome, mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. C'est marrant, je l'avais jamais entendu en slam, tu vois. Mauvaise réputation, la mauvaise réputation. Pourquoi t'aimes ce texte? Parce que ça parle d'une personne qui ne suit pas les chemins qu'on lui a donnés, tu vois, qu'on a tracés pour elle, quoi. C'est un peu, ça a toujours été un peu mon cas, hein. Donc je me reconnais un peu dans le personnage qui décide de pas aimer ça parce que tout le monde doit aimer ça, de pas faire ça parce que tout le monde doit faire ça, et de suivre sa propre voie, en fait. C'est ça surtout qu'elle raconte cette chanson-là. Et toi, ta voix professionnelle, c'est laquelle? Moi, je suis un artiste. Mm-hmm. Et je pense que quand tu es un artiste, tu as besoin de cette liberté, tu as besoin de pas, justement, rentrer dans le carcan, tu as besoin de pouvoir affirmer haut et fort ce que tu penses, ce que tu ressens. Sinon, ça marche pas, quoi. Tu vois, il y a des artistes qui font que des boulots de commande ou des choses comme ça. Mais pour moi, les artistes intéressants, c'est ceux qui disent vraiment ce qu'ils ont là, tu vois. Et, quel type d'artiste es-tu? Moi, je suis vraiment cet artiste-là. Alors, au-delà de cette chanson, vraiment, je me reconnais un peu dans le personnage qu'il décrit. Je trouve que, en tant qu'artiste, moi, je me sens comme un... Alors, même si le mot est un peu pompeux, un médium. C'est-à-dire, les médiums, en fait, c'est juste quelque chose, et même d'ailleurs le terme médium, c'est ça, tu vois, c'est un outil de transformation. C'est-à-dire que, et je pense que tous les artistes sont un peu pareils, hein, tu reçois des choses, en fait, tu ingères des choses que le monde t'envoie, tu les transformes et tu en fais autre chose pour le communiquer à travers ton prisme à toi, le communiquer à d'autres gens, quoi. Ce qui permet d'avoir une autre grille de lecture, tu vois, ce qui permet que quelque chose qui peut n'intéresser personne, puis toi, t'en fais quelque chose de chouette, et puis les gens te disent « Ah ouais, en fait, la façon dont t'en parles, etc. » En tant qu'artiste, ça y est, je comprends, tu vois. Et je pense que vraiment, c'est à ça que sert le métier d'artiste. Et avant de venir à Montréal, comment ça se traduisait chez toi? Ah, c'était déjà le cas. En fait, moi, pratiquement tout ce que j'ai fait depuis ma jeunesse, je me suis beaucoup inspiré de mon vécu. Je faisais de la bande dessinée avant, dans une revue qui s'appelait Psychopathe, qui n'existe plus. Sur Lascar, ça a été la même chose. Sur tous les projets, même que ce soit les projets de série, etc. Et à l'époque, quand je faisais de la BD, en fait, je me servais de vraiment mon univers, de ce que j'avais vécu, ce qu'on m'avait raconté, ce dont j'avais été témoin, etc. J'ai une question. Ouais. Lascar, les personnages, ils ont vraiment existé? Oui et non, parce qu'en fait, Lascar, oui, finalement, l'univers dans lequel je baignais quand j'étais jeune, c'est ce que tu retrouves dans Lascar, dans la série notamment. Alors le long métrage, c'est encore autre chose, parce que là, on a dû créer des personnages avec des noms, un passif, etc. Mais dans la série, le héros de la série, c'était vraiment la situation. Et toutes les situations qui sont décrites,
je les ai vécues. Pas personnellement forcément. Des fois, c'est des amis à moi. Des fois, on me les a racontés. Mais c'est souvent première main ou seconde main, tu vois. Et en fait, ça dressait le portrait d'une société. La société... moi, j'aurais tendance à dire que c'était une série hip-hop. Il y a beaucoup de gens en France, qui c'est une série banlieusard. Mais je trouve que ça met dans un carcan, banlieusard, parce que les histoires de Lascar, elles peuvent se raconter dans... Mais c'est le portrait de toute une génération. Oui, c'est ça. Vraiment une génération jeunesse des années 80, 90, 2000 en France, quoi. Moi, en tant que jeune Montréalaise, je me suis beaucoup retrouvée dans les personnages de Lascar. Et oui, j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de gens ici, même des jeunes générations, des gens qui ont maintenant 16, 18, 20... qui s'y reconnaissent encore, donc ça me fait plaisir parce qu'en fait, je pense que on avait tapé juste tout bonnement, c'est-à-dire que comme on était sincère sur ce qu'on racontait, je parle au passé, mais il y a de la suite. Lascar, on continue un peu à bosser là-dessus, là. Mais là, en ce moment. Ouais. Oh mon Dieu, Ouais, je vais me régaler. Et oui, en fait, les gens se reconnaissent. Tu vois, c'est quelque chose qui. En plus, on a cette chance, c'est que la culture hip-hop perdure, même si maintenant les jeunes savent plus vraiment ce que c'est que le hip-hop. Mais en fait, ils sont quand même dedans, tu vois, ils baignent dans le rap, tu vois, même l'esprit du battle, des choses comme ça. En fait, il y a beaucoup de jeunes qui sont là-dedans, dans le graffiti, etc. Et finalement, c'est pas très différent de ce que moi j'ai connu quand j'avais 15, 20, 25 ans, quoi. Et Lascar, oui, en fait, on a fait donc c'est 2 saisons, en 2000-2007. On a fait un long métrage qui est sorti en 2009. Et là, actuellement, on travaille sur un deuxième volet. Je dis on parce que je ne fais pas tout seul, évidemment. On est toute une équipe. Hein. On est un noyau dur de 5 personnes. Depuis le début, d'ailleurs. Depuis 20, 25 ans qu'on travaille là-dessus. Et si tout va bien, on touche du bois, mais dans 1 an ou 2, peut-être qu'il y aura un deuxième volet au film. Voilà. Et aujourd'hui, tu te concentres sur quoi professionnellement? C'est marrant que tu dis ça, parce que moi, je me concentre sur rien. Non, mais je suis une mitraillette. En fait, non, mais ma question est bien posée. Ouais, parce que, en fait, j'ai beaucoup de choses à raconter. Je pense pas avoir de spécialité, c'est-à-dire que j'aime autant dessiner qu'écrire, filmer quand j'en ai l'occasion. Je suis très mauvais comédien, donc je suis jamais acteur. Mais bon, tu vois, si j'avais eu ce talent-là, je serais allé là-dedans aussi. Mais tu publies. Je publie. Il y a des livres que je lis de toi. Ouais. Je mets en scène, tu vois. Voilà, il y a la publication, il y a aussi des clips, des genres de petites BD que tu crées. Tu crées aussi des entreprises, des directeurs artistiques et associés d'un café. Ben oui, alors pour tous mes amis montréalais. Le Labo des Saveurs, voilà. Un café Nomi. J'ai même plus l'adresse en tête parce que je suis. On dirait que c'est moi qui te rappelle ce que tu fais là. 8655 rue de Grosbois. Et oui, en fait, je suis associé à ce café qui a ouvert il y a maintenant presque 8 mois. Félicitations. Merci. Et puis vraiment, il faut y aller, il faut venir visiter. Et puis c'est très très bon. C'est que des produits locaux, parfois même des épices autochtones, etc. On travaille ça avec un chef français. Alors toi qui es artiste visuel, créateur, pourquoi tu as eu envie de te lancer en affaires? C'est marrant. De cette façon. Mais moi, c'est toujours des rencontres, en fait. Vraiment, les choses se font, quand c'est en plus un peu en dehors de mon domaine de compétences. C'est pas moi qui suis aux cuisines et vraiment, heureusement. Ma femme te confirmera que non, faut pas que je sois derrière les fourneaux. Non, toi, t'es plus le goûteur. Ouais, c'est ça. Je suis le goûteur. Et puis non, mais en fait, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Ben moi, sur le Labo des Saveurs, je suis dans le faire savoir. C'est-à-dire que je suis directeur artistique. En fait, c'est moi qui ai créé la charte graphique du resto. On va dire de la chaîne, même si pour l'instant il n'y en a qu'un, mais voilà, il faut être, on est ambitieux. Et donc le logo, les petits personnages avec les petits raccoons là, que tu vois ici, là, ça c'est le Labo des Saveurs. Et je le fais bien. Hein. Oui, mais c'est ça, tu es venu créer la personnalité, ouais. C'est un personnage finalement, le café. Le branding, comme on dit. Voilà, le branding, merci. Et puis oui, parce que chacun son domaine de compétences, mais Jonathan, un de mes 2 associés, lui est très très fort en cuisine et puis il est très aussi communicatif. Il vient d'avoir un petit bébé aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Oui, félicitations. Tu m'as dit le bébé a quelques heures d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Alors on va immortaliser le moment là en félicitant. Bravo. Voilà. Mais pour toi, quels étaient les défis maintenant que tu es au Québec, à Montréal, pour naviguer justement dans le marché du travail, le marché
de l'entrepreneuriat? Quels sont les plus grands défis? En fait, les défis ils sont immenses, mais moi, je me donne jamais aucune limite. Je me laisse porter un petit peu par les opportunités. En fait, le truc, c'est que je ne peux travailler que sur des projets, soit que j'initie, soit avec lesquels je suis vraiment en phase. J'arrive pas à travailler sur des boulots de commande ou des choses comme ça. Ce qui fait que, tu vois, un des premiers trucs que j'ai fait en arrivant ici, à l'époque, c'était avec Art Gang. J'avais fait une grosse expo de toiles avec des amis à moi aussi, et puis de pièces de sculpture que j'avais ramené. Tu vois, là, ces jours-ci, je travaille avec l'équipe qui a fait Les Têtes à Claques, c'est la fameuse série Les Têtes à Claques, sur l'adaptation de ma bande dessinée Wesh Caribou en animation. Intéressant. Ouais. Et donc voilà, en fait, j'essaye de toujours prendre les outils qui sont à ma disposition, mais par contre, il faut que ça vienne de moi. Et puis c'est bien, parce que en l'occurrence, Wesh Caribou, c'est vraiment comment dire, c'est des cultures qui se rencontrent, quoi, parce que ça parle des gaps culturels qu'il peut y avoir entre la France et le Québec sur des petites conneries, mais tu vois, c'est fait toujours de façon en plus amusante ou ironique. Voilà. Et donc, mais professionnellement, est-ce que les projets viennent à toi ou c'est toi qui les inities? Qu'est-ce que tu préfères? Je préfère toujours initier les projets. Parfois, on me dit, tiens, je sais pas, mettons, faudrait faire une murale, on cherche un artiste. Je viens, je fais OK. Et puis là, je viens avec une idée de murale que je vais proposer, ça prend ou ça prend pas. Mais il faut que ça vienne de moi à un moment donné. Alors parfois, c'est le support. Je sais pas, il faudrait faire un livre, tu vois. Actuellement, je travaille aussi sur un bouquin, là, je vais pas trop en dire, mais si, allez, je peux faire un peu de teasing. Mais oui, Ouais. s'il te plaît. Et en fait, je travaille avec 2 personnes un peu connues ici au Québec sur 2 projets très différents. Alors, il y en a un, c'est le docteur Ben Soussan, qui est un gastro-entérologue. Je sais plus sur quelle chaîne il passe, il se fait appeler Le Doc. Tu as peut-être déjà vu d'ailleurs. Et en fait, lui, il voulait faire un truc de vulgarisation pour expliquer le fonctionnement de l'intestin et du système gastrique. Tu vois, c'est pas du tout mon domaine de compétence. Et en l'occurrence, je vais dire, OK, bingo, vas-y, on le fait, mais je vais construire avec toi une histoire. Ça va s'appeler Les Gastronautes. Voilà, je commence à faire un petit peu Et en fait, c'est une aventure intérieure avec des extraterrestres qui font le tour du côlon, qui etc. explorent le monde intérieur. Voilà, et donc j'ai créé des petits personnages. Moi, je vais être illustrateur aussi dessus. On a créé l'histoire ensemble. Donc, tu vois, j'ai quand même initié le truc d'une certaine façon. Et le bouquin sortira l'année prochaine ou courant 2025. Et je reviendrai faire la pub. Et à côté de ça, là, en ce moment, je travaille aussi. Alors, c'est marrant parce que là, c'est vraiment le projet sur lequel je suis le moins auteur. Je travaille avec David Goudreau, qui a écrit une trilogie qui s'appelle La Bête. Super intéressant. C'est des livres que j'ai adorés en les lisant. C'est pour ça que d'ailleurs, j'avais rencontré. Je dis, j'adore ce que tu fais et tout. Et en fin de compte, là, je travaille sur une adaptation en BD de ces livres-là. Voilà. Ce sera illustré par Laurent Pinabel, qui est un excellent illustrateur, dessinateur, qui a des compétences que je n'ai pas. Et moi, je suis scénariste là-dessus. C'est-à-dire que je prends le livre et j'en fais un scénario. Donc c'est compliqué. C'est un des trucs les plus compliqués que j'ai fait dans ma vie, parce que c'est prendre le travail de quelqu'un d'autre et le transformer suffisamment pour que ça me ressemble aussi quand même, et pour le livrer à un autre artiste qui va lui en faire de l'image, quoi. C'est intéressant parce qu'on dirait qu'à travers tous ces projets-là, tu explores une facette différente de toi-même. Ouais, clairement, ouais. Ouais, de toute façon, je sais pas, tu vois, sky is the limit. Hein. À partir du moment où on m'ouvre une porte, je vais rentrer pour voir, quoi. Tu vois. Et des fois, c'est intéressant, des fois non, puis je referme la porte, je dis ça, c'est pas pour moi. Ça peut arriver aussi, hein, parce qu'on ne peut pas être partout, on ne peut pas tout faire tout le temps. Mais je garde quand même cette curiosité intellectuelle, artistique, qui fait que j'étudie le champ des possibles, quoi, tu vois. Le seul truc, effectivement, c'est qu'il faut que ça me touche. Il faut que ça vienne de là et de là. C'est important. J'arrive pas à travailler sur quelque chose sur lequel j'ai pas d'intérêt ou auquel je crois pas. J'ai déjà fait. Et en fait, souvent, c'était... j'ai arrêté de faire ça il y a très longtemps parce que je me suis aperçu qu'en fait, c'était vain, quoi. Tu dis, je vais faire un petit billet sur un truc parce qu'on me propose d'eux, puis ça me correspond pas. Les gens sont venus me chercher pour la mauvaise raison. Et puis, en fin de compte... au final, ça aboutit sur quelque chose de moche ou de pas intéressant, quoi. Donc, j'ai arrêté de faire ça. El Diablo, en t'installant ici au Québec, à Montréal, avec ta famille, quels ont été les aspects les plus surprenants, justement, de ce voyage d'immigration par rapport à toi-même?
Par rapport à moi-même. Ouais. Parce que je t'aurais dit par rapport à ma famille. Enfin, par rapport à ma famille. Mais par rapport à ta famille, d'abord. Ouais. Ouais, ce qui m'a surpris, c'est moi, je savais déjà que j'étais quelqu'un de très adaptatif, je ne sais plus comment on dit, mais je ne savais pas pour ma femme et pour mes enfants. Ouais, tout restait à découvrir. Et ma femme qui est venue avec beaucoup de réticences, pas des réticences, avec des peurs, on va dire, des angoisses, elle s'est adaptée super rapidement. Et ça a été vraiment une belle surprise. Genre, en fait, tu vois, c'est cool, quoi, tu kiffes. Et puis, tu es beaucoup plus inséré que moi, en plus, dans la vie québécoise, pour le coup, parce qu'elle fréquente beaucoup de gens à travers son travail, etc. Je veux pas que tu parles pour elle, mais est-ce que tu sens qu'elle se considère plus québécoise que toi? Non, je pense qu'elle se considère comme moi, c'est-à-dire immigrée et insérée dans la vie. Mais je pense qu'au niveau de la culture québécoise même, elle a plus de skills que moi, parce que, de fait... Moi, beaucoup de gens avec qui je travaille encore à ce jour, on va dire 80%, c'est avec la France, parce que bêtement, je suis déjà connu là-bas, si tu veux, et puis on vient me chercher plus facilement, ou quand je propose des projets, c'est souvent des trucs qui pourraient parler plus. Mais tu avais déjà un nom quand même bien établi en quittant la France, donc c'est difficile à laisser de côté aussi. Tu l'as plutôt intégré. Ouais. Et les filles, est-ce qu'elles se considèrent plus québécoises? Alors elles se considèrent comme, un peu comme moi, c'est-à-dire comme montréalaises. Alors elles, par contre, dès qu'elles sont arrivées, c'est-à-dire elles avaient 6 et 7 ans, là, ça allait très rapidement, parce qu'elles sont allées à l'école, qu'elles sont revenues, elles revenaient de l'école avec des expressions que je ne comprenais pas. Des fois, même encore maintenant, là, tu sais, elles font le switch, en plus, c'est marrant, parce qu'elles parlent, on va dire qu'elles parlent montréalais, tu sais. Mais elles peuvent switcher sur l'accent français vraiment facilement. Puis quand elles imitent les profs, elles font l'accent québécois. Je ne ferai pas l'erreur d'essayer d'imiter l'accent québécois ici. Mais elles savent le faire, tu sais. Mais toi qui as quand même été à l'école en France, et là, tu as tes filles qui vont à l'école ici, est-ce que tu as senti un décalage? Par rapport à... La façon que ça se passe, qu'est-ce que tu as remarqué qui est différent entre le système pédagogique de ce que toi, tu as connu? C'est pas un bon exemple, moi, parce que... et de ce que tes filles connaissent? Alors, j'espère parce qu'elles jouent aujourd'hui, elles ont quel âge? Maintenant, elles ont 16 et 17. Il y en a une qui est au cégep, et puis l'autre qui est en dernière année de secondaire. Mais je ne suis pas un bon exemple, parce que moi, en fait, très rapidement, j'ai été classifié par les profs comme ascolaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas fait pour l'école. Non pas que j'étais pas con, hein, mais j'avais pas d'intérêt à écouter des profs. Puis je comprenais pas le truc qu'on essaie de me faire ingurgiter des choses qui m'intéressaient pas, comme les maths, la chimie. J'ai rien contre les scientifiques, mais je ne suis pas un scientifique. Et c'était comme essayer de faire rentrer des petits cubes dans le rond, là, tu sais, ça marche pas. Donc ça servait à rien. Pour moi, c'était une perte de temps. Et moi, j'aurais voulu, dès la primaire, ne faire que des choses artistiques et littéraires, finalement, tu vois. Peut-être de l'histoire, des choses comme ça m'intéressait. Mais donc, je trouvais... je trouve que le système scolaire, de manière générale, parce qu'ici, ça fonctionne pareil, tu sais, et je comprends après que, tu sais, il faut, d'abord faire un truc généraliste parce que tout le monde n'a pas la chance de savoir déjà ce qu'il veut faire dès le départ. Mais et mes filles, en l'occurrence, elles se cherchent encore un peu, donc c'est très bien qu'elles aient fait un peu de science, un peu de littéraire. Mais tu accordes beaucoup d'importance à la créativité. Moi, oui. Ouais. Je crois que dans ma famille, beaucoup, on est comme ça, là. Mais après, ça ne se traduit pas forcément toujours par... moi, je suis vraiment dans l'écriture, le dessin, etc., mais même mes frères, etc., qui n'ont pas des... Enfin, j'ai un frère qui est infographiste, tu vois. J'ai une fille qui est photographe, Marion d'Olivet. Allez voir son Instagram, c'est vraiment super ce qu'elle fait. On peut mettre les petits liens après. On fera ça. Et donc, il y a des artistes autour de moi, il y a des artistes dans ma famille, tu vois. Donc, ouais, c'est un truc qui est dans l'ADN. Boris, en t'installant ici, j'imagine que tu avais une personnalité aussi, un idéal de ce que tu voulais devenir comme personne. Ouais. Est-ce que tu es en train de devenir cette personne, cet idéal? Est-ce que tu deviens ce que tu avais rêvé? Je sais pas comment te dire, mais oui, mais je savais déjà. En fait, c'est ça, tu parles à quelqu'un je suis peut-être des fois trop sûr de moi, souvent, mais en fait, je sais qui je suis depuis très longtemps. Et j'en suis très content. Après, c'est juste, est-ce qu'il m'arrive ce que j'avais rêvé qu'il m'arrive, plutôt que, tu vois, alors oui, je suis capable de changer aussi, hein, je ne suis pas bloqué dans un
personnage comme ça monolithique, mais je deviens... je pense que j'étais déjà sur une certaine voie, et puis ça me conforte dans ma voie, quoi. Et après, jusqu'à présent, il m'arrive pas que des trucs, tu vois, j'ai des mésaventures aussi, mais au moins, je sais que même quand il m'arrive des trucs pas cool dans la vie, j'arrive à les surmonter et j'arrive à en faire quelque chose de positif. Donc en ça, oui, je deviens ce que... Mais tu sais, un grand homme a dit l'important, c'est pas le but, c'est le chemin. On l'a dit ça déjà ou pas? On l'a dit tantôt. Il faut le redire. Mais c'est bon, on peut le replacer à plein de situations. Il n'y a pas de but final, parce que de toute façon, on finit tous au même endroit, on le sait, quoi, tu vois. Mais ce qui est important, c'est de prendre le carpe diem, quoi. Il faut prendre le moment présent et faire au mieux avec ce qu'on a là aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Oui, c'est le moment présent qui permet le futur. Exactement, voilà. Et toujours, effectivement, avoir des perspectives, se dire, tiens, je vais vers ça, je veux faire ça. J'ai un film, j'ai cette histoire à raconter, j'ai mes enfants à amener à tel endroit. Mais derrière, moi, si demain ça s'arrêtait, mettons, j'ai pas envie, hein, vraiment pas, quoi. Mais j'aurais, entre guillemets, pas de regrets, dans le sens où, au moins, je me dirais, j'ai bien vécu et j'ai kiffé chaque moment de la vie. Ça, c'est le plus important. Et après, j'ai vraiment pas du tout envie que ça s'arrête maintenant. Pas maintenant, c'est ça le mot-clé, pas maintenant. Si on peut refaire une centaine de tours de manège, allons-y, il n'y a pas de problème. T'as encore trop d'histoires à raconter. Ouais, puis non, mais je kiffe, quoi. La vie est douce, quoi. Tu vois, pas toujours douce, là, mais en tout cas, voilà, je supporte bien la vie. Je te dirais peut-être pas ça quand j'aurai 95 ans, des problèmes de prostate. Ah, mais qui sait, peut-être que tu vas continuer à bien supporter ta vie, à la sublimer. Il y a des gens qui vivent très longtemps et heureux et qui meurent en bonne santé, comme on dit. Je te le souhaite. Écoute, moi, je suis pas née au Québec, hein, je le dis dans mon introduction. Je suis née en Haïti et je suis arrivée ici bébé avec mes parents. Donc, peut-être, contrairement à toi, je me sens très québécoise parce que j'ai vraiment comme construit mon identité ici avec tous les repères de ce territoire. Mais j'ai comme envie, moi, aussi de vivre une histoire d'immigration, d'aller voir ailleurs si j'y suis ou comment je peux me développer sur un autre territoire. Je suis en train de regarder. Cool. Est-ce que toi, tu penses que tu vas terminer tes jours ici ou bien tu as encore envie d'aller justement explorer d'autres territoires, voir comment tu peux te déployer dans un autre ailleurs? Alors, je sais pas où je vais terminer ma vie. Ou est-ce que tu as envie de retourner en France? Retourner en France, je sais pas. Non, mais j'aime beaucoup la France. J'ai beaucoup d'amis là-bas, j'ai de la famille. On mange bien, le vin est pas cher. Il y a plein de raisons. Mais après, en plus, en ce moment, ça tourne pas très bien politiquement, etc. Mais bon, c'est peut-être... Heureusement, ça va pas durer éternellement. Mais en tout cas, j'ai pas spécialement envie de retourner vivre en France actuellement. Ouvrir des perspectives, aller ailleurs, oui. Aller à New York. Ouais, New York, c'est fini. Ouais. Si je pouvais remonter dans le temps, peut-être, ouais. C'était un rêve d'ado. Ouais. Non, mais c'était autre chose. Il y a 30 ans, c'était rien à voir avec maintenant, là. Oui, bien sûr, évidemment, tu vois. J'ai envie d'aller visiter l'Asie du Sud-Est, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai déjà beaucoup voyagé. Après, aller vivre ailleurs, j'en sais rien, mais tu sais, je me laisse porter par, tu vois, les opportunités. J'en sais rien, on verra. Comment tu arrives à te sentir et rester connecté avec ton entourage, avec les gens qui t'entourent? Tu m'as dit que en arrivant ici, oui, il y a la communauté, mais il y a aussi cette nouvelle famille que tu t'es créée, qui ne sont pas nécessairement des gens qui partagent le même ADN que toi. Ouais, je sais pas. Déjà, toute rencontre pour moi est intéressante, quoi. Tu vois, dès que tu rencontres quelqu'un de, je sais pas, qui fait des... tous les jours, je rencontre des gens qui... Pas tous les jours, parce que je suis pas non plus dans le show business, donc tu vois, mais je fais souvent des belles rencontres, des belles découvertes, etc. Ça nourrit mon imaginaire, ça, tu vois. Puis, donc, comment j'arrive à rester connecté? Je suis connecté en permanence avec le monde, tout le temps, quoi, tu vois. Et parfois, c'est pas des gens que je rencontre, c'est même des gens juste des gens qui, sur les réseaux aussi, qui, tiens, j'habite à tel endroit et tout. Il y a des gens qui me parlent de Bangkok, du Brésil, je disais tout à l'heure. Tu vois, puis j'échange avec eux, et puis j'ai des... Tu vois, tu restes curieux et intéressé. Ouais. El Diablo,
Merci beaucoup pour ce moment. Tu vois, j'ai dû te couper la parole, comme Non, tu c'est pas m'avais grave. invité à le faire en début Ouais, d'émission. t'as bien raison. Ça y est, là, c'est l'heure, faut partir. Boris Olivet. Mais j'ai envie de lire un petit peu ta bio parce qu'elle est vraiment intéressante. Tu es un pur hybride entre les mondes du cinéma, de la bande dessinée, de la peinture. El Diablo, couteau suisse humain, j'aime ça, a fait ses premières armes sur les murs de la capitale dans les années 80-90 au sein d'un groupe de graffeurs appelé Petit Con de peintres. Fort de cette culture de rue et empli de milliers d'anecdotes croustillantes, il couchera ensuite ses mémoires de jeune banlieusard artiste dans des BD publiés de 91 à 95 dans le magazine Psychopathe. L'adaptation télé de ces planches donnera par la suite naissance à la série animée Lascar que j'ai tellement adorée entre 2000 et 2007. El Diablo co-écrira également le long métrage éponyme qui est sorti en 2009 que j'ai vu au cinéma, mettant notamment en scène Vincent Classel, Omar et Fred et Gilles Lelouch, quand même pas des petites pointures, puis la série live qui est diffusée sur Canal+ depuis 2012. Devenu entre-temps une référence dans le milieu de la bande dessinée, il est le scénariste de plus d'une douzaine d'albums et séries dont Monkey Business, Un homme de goût, Pizza Road Trip. Ces 3 œuvres font l'objet de projets d'adaptation cinématographique au cinéma. Écoute, tu es un touche-à-tout. Il y a plein d'autres projets qui s'en viennent. Et là, tu es le copropriétaire d'un café... Co-associé, le Labo des Saveurs, qui est situé au 86-55 rue de Grosbois. Ah, on le voit là ici, un nouveau café à visiter. Je suis trop heureuse d'avoir passé ce moment, cette heure avec toi, échanger sur ton expérience d'immigration. Tu es définitivement quelqu'un à suivre. Merci. C'est moi qui te remercie.